Vous avez fait une réunion aujourd'hui justement, j'ai cru comprendre, avec les responsables des CHU, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais j'y étais vraiment pour un quart d'heure, cette réunion, parce qu'avant j'ai eu la chance. Mais est-ce que vous avez une idée justement sur... Oui, on peut en parler. Globalement. Je voudrais juste revenir sur les chiffres. Oui. Moi, j'aime la franchise et j'aime la clarté. Oui, allez-y. La rigueur, on est des scientifiques, il faut qu'on soit rigoureux et qu'on dise exactement ce qui se passe. Si vous testez 100 personnes, vous ne pourrez pas avoir un chiffre de nouveaux cas supérieur à 100. Si vous pouvez trouver moins de 100, vous allez avoir un chiffre de moins de 100 ou de 100 maximum, n'est-ce pas? Si vous pouvez tester 1000, vous aurez un chiffre entre 0 et 1000. Si vous testez 100, vous aurez un chiffre entre 0 et 100. Si vous testez 5000... Vous êtes en train de dire qu'on a testé 100 personnes hier, c'est ça? Non, je veux dire que les chiffres que vous obtenez dépendent de la capacité de tester. Ils sont beaucoup plus un reflet de la capacité de tester d'un pays qu'un reflet de la réalité de l'épidémie dans ce pays. Il faut bien garder ça en tête. Oui. Cela veut dire qu'il y a probablement aujourd'hui des patients, et puis vous pouvez avoir quelqu'un qui a des symptômes, et c'est une maladie qui donne beaucoup plus de cas légers et de cas sans symptômes que de cas graves. Oui. On est bien d'accord sur ça. Oui. Ça veut dire que déjà avec les cas graves, ou les cas symptomatiques sérieux qui viennent à l'hôpital, ce n'est que la plus petite partie visible. Si vous prenez une pyramide comme ça, ce que l'on voit avec les tests et les cas, c'est ça. Tout le reste là, vous avez ici les cas légers, avec des symptômes légers, et la base de la pyramide, la plus grosse base de la pyramide, ce sont les asymptomatiques. Mais pourquoi on ne dépiste pas, professeur Belfessine, aujourd'hui? Il y a un manque de tests, effectivement. Parce qu'il n'y a pas de tests pour dépister de façon certaine, parce que même la RT-PCR donne des faux négatifs, premièrement. Deuxièmement, si vous décidez aujourd'hui de dépister... On a parlé par exemple des scanners thoraciques. Oui, même ça, parce que les scanners thoraciques vont vous dépister les symptomatiques, ceux qui ont un problème respiratoire mineur ou majeur. L'image au scanner, semble-t-il, est presque aussi fidèle pour dire que c'est presque aussi spécifique de la maladie que la RT-PCR. Donc, et que la RT-PCR, qui est le test que l'on fait, cette RT-PCR, elle peut donner des faux négatifs. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une RT-PCR qui est négative, si bien que, et c'est pour ça que M. le ministre a pris la décision maintenant et que nous avons discuté hier, qu'on dit que il faut laisser à l'appréciation du docteur. C'est un tout, c'est un faisceau d'arguments. Est-ce que le patient, est-ce qu'il y a une histoire de voyage ou de contact un peu suspect? Est-ce qu'il a des symptômes? On n'en est plus là, professeur Belfessine, on n'en est plus quand même à la notion de voyage. Non, mais d'accord, mais les algorithmes se font comme ça en médecine. Donc, d'accord. Est-ce qu'il y a une histoire suspecte de contact avec quelqu'un qui a pu avoir? D'accord. Est-ce que les symptômes rappellent ceux de Covid-19? Est-ce que le test est positif? Et que dit le scanner? Le médecin, parce que chaque cas est un cas différent. Et le médecin va sous-peser tout ça et dire ça c'est un Covid et puis je vais le traiter, ou bien ça c'est pas un Covid, je vais chercher qu'est-ce que c'est et je vais traiter la maladie qu'il a. Il y a des gens, de toutes les manières, moi je parle de vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, des personnes qui étaient avec des détresses respiratoires qu'on n'a pas dépistées. Voilà, c'est de cela que je voulais qu'on en parle. Alors justement, quel comportement doit-on avoir aujourd'hui, puisque vous en parlez, lorsqu'on soupçonne qu'on est porteur? Une personne qui a des symptômes, qu'est-ce qu'elle doit faire? La directive du ministère est claire, il faut se rendre dans une structure de santé et ils vont vous orienter en fonction de l'appréciation qu'ils feront de votre cas. Est-ce que c'est un cas qui nécessite de suivre le circuit Covid-19 ou est-ce que c'est un cas qui nécessite autre chose? On peut avoir de la fièvre parce qu'on a un abcès ou un panari. Pas uniquement la fièvre, on peut avoir une toux, on peut avoir une difficulté à respirer. Bien sûr. Voilà, d'autres symptômes qui nous mettent un peu la puce à l'oreille, professeur. S'il y a la puce à l'oreille, l'équipe médicale fera le canal Covid-19, c'est-à-dire ils vont isoler la personne, ils vont la tester, ils vont décider si oui ou non ils commencent le traitement. Et maintenant, quand il y a une forte suspicion, ils n'attendent même pas le résultat de RT-PCR, ils envoient le test et pour gagner du temps et donner plus de chances de guérison
et de réduction de la charge virale, c'est-à-dire de la période où il est contagieux, on lui donne tout de suite l'hydroxychloroquine, puisque notre gouvernement a adopté la... Vous n'avez pas répondu sur ma question, professeur Belhossi. Je vous avais posé la question sur les hôpitaux. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui dépassés? C'est pour ça que je vous ai dit oui et non. Probablement qu'en nombre de cas légers, de cas dont on n'est pas sûr que ce soit ça, oui, ils peuvent être dépassés parce que comme on est en train de monter, il y a beaucoup de malades apparemment qui vont dans les hôpitaux. Je n'y suis pas personnellement, je suis à la retraite et je ne m'en plains pas. Mais d'un autre côté, si vous essayez de regarder du point de vue, parce que quand on dit que les hôpitaux sont dépassés, actuellement, par exemple, en Italie ou en France, c'est quand il n'y a plus de lits de réanimation pour les cas les plus graves. Or, ici, il y a encore plus de lits de réanimation disponibles que de lits de réanimation occupés, de ce que j'ai appris il y a un jour ou deux. D'accord. Voilà. En fait, je vais vous donner la parole, professeur Senadji. En fait, j'insistais là-dessus parce qu'il y a effectivement eu des appels de part, par exemple, le professeur Yousfi de l'hôpital de Blida, qui a dit que leur capacité arrivait justement à être un peu dépassée, il appelait justement le ministère à ce qu'il y ait d'autres infrastructures, à ce qu'on pense à ouvrir d'autres infrastructures. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé également. Il a parlé, par exemple, d'orienter les malades prochainement au niveau d'hôtels privés. On a parlé de ça. Oui, tout à fait. En préparation justement au pic pandémique. Tout à fait, parce que la politique de prise en charge d'un pays à l'autre varie. Il y a des pays, par exemple aux États-Unis, ils font une hospitalisation à domicile des cas légers. C'est-à-dire, ils lui donnent des conseils, etc. Il est à domicile, et puis comme il y a la technologie, ils peuvent faire une vidéo avec lui tous les jours pour savoir comment il va, lui demander quelle est sa température, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a des effets secondaires, est-ce qu'il peut continuer son traitement, est-ce qu'il faut l'arrêter, est-ce qu'il faut le faire venir parce qu'il s'aggrave, ou est-ce qu'il faut le laisser parce que tout va bien. Donc, nous, on n'a pas cette capacité. Donc, nous, la décision, c'est tout cas Covid-19 doit être sous surveillance médicale pendant toute la période, confiné sous surveillance médicale. Mais les cas très légers, on peut très bien les mettre dans un hôtel et avoir une équipe médicale avec eux sur place. Oui. C'est ça ce que Monsieur le ministre prévoit de faire à juste titre, pour ne pas surcharger ou pour réduire la charge sur les hôpitaux. Mais ça, on parle des cas légers. Oui, voilà. Oui, ça peut être une alternative, effectivement. Professeur Senadji, vous vouliez rebondir? C'est juste à ce propos, le professeur Belhossi vient de l'aborder, de le suggérer, plutôt parce que il faudrait aussi que, c'est sûr qu'à un certain moment, si avec la psychologie des groupes, etc., la panique et tout, c'est sûr que les hôpitaux, ils vont être dépassés, etc. Donc, il faudrait peut-être que cette culture, une autre culture puisse se mettre en place, celle d'accéder, que la population puisse accéder à certains sites, à un certain nombre de téléphones, etc. Vous êtes sur un projet là-dessus, justement, avec le CERIST, n'est-ce pas? Voilà, avec le CERIST, il y a une cellule de crise avec des informaticiens, des spécialistes des big data, etc., d'intelligence artificielle et de biologistes, de médecins, pour pouvoir justement mettre en place ce type de plateforme qui sera bien sûr validé par le ministère de la Santé pour répondre d'une part, concernant le grand public, ce sera une plateforme collaborative, interactive, d'orientation, d'information, etc., où il y a tout un listing, une espèce de dataset où il y a des questions avec des réponses en ligne. De type algorithmique pour qu'on puisse aiguiller, etc. Peut-être même élaguer, enfin je dis élaguer, c'est une manière de parler pour un peu, même certaines personnes puissent être rassurées. Si vous avez, etc., de la fiat, qu'est-ce que, si vous êtes ça va être opérationnel diabétique, Senadji, est-ce qu'on a une date pour la possibilité dans les tout prochains jours, il y aura une plateforme dans grand public qui sera ludique, etc., pour qu'elle puisse
pour qu'elle puisse prodiguer des informations pratiques vis-à-vis du coronavirus. Et une autre plateforme, donc plus professionnelle, notificative, où là c'est un peu plus long, les structures de santé, etc., pour qu'elles puissent l'utiliser et que ça soit, qu'elle soit bien sûr alimentée par des données. C'est un peu plus difficile. Il faut que les données de tous les centres hospitaliers soient à jour, exprimées dans les mêmes unités, de la même façon, etc., pour qu'on puisse savoir où sont les tests, où sont les hôpitaux qui s'occupent de cette pathologie, où sont les médicaments, les essais cliniques à la chloroquine, etc. Clairement. Donc ce sera un site très intéressant pour le grand public et pour les professionnels. Oui. Alors en attendant que ce soit opérationnel, je vais vous inviter à regarder un reportage justement qui a été tourné dans le service donc, de pneumophysiologie de Bni Messous. C'est sur la prise en charge justement des malades atteints du Covid-19. Regardez. انت معنا الان في المستشفى 7 ايام 7 ايام الحمد لله فيه تحسن ما شاء الله لا الله يبارك الله لا اللهجه يبارك هذيك راحت لي الحمد لله ما مسعله الحمى الحمد لله. واش رايك في الدواء اللي انا نمدوه لك الكلوروكين هذا؟ الحمد لله خرج ما دارلكش اعراض بزاف؟ لا 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 الله رانا يبارك في تحسن باذن الله. الحمد لله لا لا ما شاء الله. Cette patiente âgée d'une soixantaine d'années est l'une des patientes atteintes du Covid-19 parmi les 60 personnes hospitalisées au CHU de Bni Messous. Tous sous essai clinique du traitement de la chloroquine depuis 7 jours. On a des cas graves, on a des cas qui sont assez stables et on a été, donc dès le départ, on avait placé ces patients donc, sous un protocole thérapeutique comprenant donc, du plaquenil, donc l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de la vitamine C et du zinc, avec un schéma de réhydratation. On a constaté effectivement on ne peut même pas appeler ça des résultats préliminaires, mais un petit retour d'expérience d'une dizaine de jours ici au CHU Bni Messous, on a constaté qu'on a beaucoup moins de formes graves sous plaquenil. D'ailleurs, même en réanimation, on a quelques cas qui étaient vraiment en forme de détresse respiratoire aiguë et qui ont répondu pour le moment, qui sont restés stables. Ils sont toujours en réanimation, ils sont toujours graves, mais ils ne sont pas sous respirateur pour le moment. Le pneumologue Kadi Ahmed du CHU de Bni Messous nous fait part de ce protocole clinique appliqué après un bilan et une radio. Nous les hospitalisons après un résultat positif du Covid-19, puis nous commençons les traitements par la chloroquine à raison d'un comprimé 3 fois par jour sur une période de 10 jours. Nous lui ajoutons des vitamines, à savoir le zinc et la vitamine C, pour augmenter son immunité. Et dans le CHU de Bni Messous, nous avons appliqué ce traitement clinique sur 60 malades. Et de prime abord, nous avons des résultats plus ou moins positifs. D'ailleurs, certains des patients ont quitté l'hôpital. Ceci dit, le confinement reste nécessaire. Même si le résultat est édifiant sur certains de ces patients, cela dit, le confinement reste nécessaire. On a pratiquement tous laissé nos familles, on a tous laissé nos enfants, on s'est tous confinés. Il y a eu des structures une structure qui a été dédiée pour le personnel médical et paramédical pour qu'ils aillent se confiner là-bas. D'autres structures, je suppose, vont venir incessamment pour que l'équipe médicale et paramédicale, après leur travail, ait un endroit où se reposer et où récupérer. المرض هذا ماهوش سهل انسان يخرج برا او يقصر مع صاحبه ولا يشرب قهوه كذا يبقى لك هو انسان عنده جهاز مناعه مليحه يقدر يعاود يولي للدار يرفد معاه الفيروس يقيس يماه كبيره ولا باباه للشعب الجزائري ياخذ حتى تاعو من عند الدوله واش راهي تقول له ياخذ يخرج للضروره. Des structures ont été réquisitionnées pour la prise en charge des malades. Une tente a été réservée pour les visites et tests du Covid-19. Alors y a-t-il un espoir dans tout ça ou pas? En attendant, les patients doivent continuer à suivre le traitement et la meilleure des précautions est de rester chez soi pour éviter la propagation et ainsi la charge dans les hôpitaux.
On vient donc de voir un reportage sur la prise en charge des malades au niveau de l'hôpital de Bni Messous. Avant de vous faire réagir, professeur, sur justement ce traitement à l'hydroxychloroquine, on a par appel téléphonique Dr Belal Nassima. Vous êtes médecin de famille, médecin généraliste dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Bonsoir. Oui, bonsoir. On regardait à l'instant un reportage justement sur le traitement à la chloroquine ici en Algérie. Dites-nous un peu chez vous comment se passe la prise en charge des malades atteints de Covid-19. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez précisé, Sarah, je fais de la médecine de ville, hein, donc je suis en cabinet en tant que médecin généraliste, et donc je ne suis pas un médecin hospitalier. Oui. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ici, l'usage de la chloroquine est réservé uniquement à l'usage hospitalier, donc c'est un usage très strict. Donc l'utilisation de l'hydrochloroquine n'est pas officiellement autorisée en cabinet de ville. Mais est-ce qu'elle est prescrite, excusez-moi, est-ce qu'elle est prescrite à tous les malades ou uniquement les malades en réanimation? Non, justement, les indications sont très restreintes et réservées uniquement aux situations qui sont graves, donc des signes cliniques assez importants. Notamment signes pulmonaires. C'est vrai que ça paraît très paradoxal, ça c'est mon avis de médecin oui. de ville, de donner la chloroquine à des situations qui sont déjà très avancées, des situations graves, alors que si j'ai vraiment bien suivi, le professeur Didier Raoult, qui, sans parti pris, bien sûr de ma part et sans en dehors de toute polémique, avait préconisé en tout cas ça pour les formes débutantes sans signes graves. Voilà. Est-ce que c'est le seul signes pulmonaires, pardon ? Oui, puisque vous parlez du professeur justement Didier Raoult, est-ce que c'est le seul en France aujourd'hui qui donc autorise la généralisation de l'hydroxychloroquine, pour tous les malades, même à un stade, c'est-à-dire au tout début de l'infection? En tout cas, c'est pas qu'il autorise la prescription, mais en tout cas, lui, dans son service et son équipe, ont utilisé ça sur un certain nombre de patients, donc l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. L'hydroxychloroquine pour 10 jours, l'azithromycine pendant 5 jours. Et ils ont fait, en tout cas, un test sur 20 patients, puis après, sur 80 patients, ont remarqué non seulement une réduction nette des signes cliniques, mais aussi une réduction de la charge virale. Alors, ce qui a été décrié et bien sûr la polémique est née à partir de quoi? C'est que cette utilisation est hors autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM. C'est que tout médicament doit être testé auparavant avec des études scientifiques et des protocoles scientifiques standardisés, avec un tirage au sort des patients qui n'est connu ni par les patients ni par les médecins et avec un résultat qui doit être étudié par un comité scientifique indépendant et après publié sur une revue scientifique. Ça, c'est les étapes que tout le monde connaît, les étapes nécessaires d'un essai thérapeutique pour tester la tolérance et l'efficacité d'une molécule, quelle qu'elle soit. Oui, j'ai une autre question à vous poser, docteur Belal, qui est un peu rien à voir avec l'hydroxychloroquine, c'est par rapport au confinement. Vous entrez dans votre 3e semaine de confinement en France. Alors, comment vous le vivez et à quel point aujourd'hui la population, j'ai envie de dire, voit que les résultats sont là, les résultats sont encourageants? Alors, le confinement, en tout cas actuellement, ça paraît la mesure la plus simple et qui marche. Parce qu'il faut rappeler que hors confinement, on a 50 interactions sociales par jour en moyenne. C'est ce qui a été étudié. En confinement, on passe de moins 5 jours, moins 5 personnes, voire 1 en moyenne. Donc, ça paraît vraiment la mesure la plus simple et qui la plus sûre. Marche. La plus sûre, évidemment avec tout ce qu'il y a comme conséquences sociales et économiques, mais voilà, ça a été pris au début en France
le confinement n'était pas pris au sérieux, comme on voit actuellement en Algérie, parce qu'on était un peu en décalage par rapport à la Chine et à l'Italie. On voyait que l'Italie commençait à avoir des situations graves. Nous, on commençait à en avoir un tout petit peu dans l'est de la France. Et c'est vrai que ça n'était pas tellement pris au sérieux. Et quand les situations commençaient à être réellement graves, là, et puis les urgences commençaient à être submergées, c'est vrai que là, le confinement a été observé d'une façon très, très, très sérieuse. Oui. Voilà. Merci beaucoup, docteur Belal, d'avoir été parmi nous, d'avoir répondu à notre appel. Alors, j'ai envie de vous faire réagir justement sur le traitement à l'hydroxychloroquine, justement. Chez nous, donc, finalement, on a fait le choix, l'Algérie a fait le choix de généraliser ce traitement. C'est ça, professeur? Oui, oui, c'est tout à fait justifié et bien vu. Je rejoins donc Docteur Belal. Docteur Belal, donc dans ce paradoxe de donner la chloroquine dans des états cliniques très avancés, avec des atteintes pulmonaires assez sévères. La destruction du tissu pulmonaire et alvéolaire par ce virus, bon, il y a peut-être l'assistance respiratoire, mais vous ne pouvez pas assister tout le monde quand vous êtes débordé par cette urgence. Il serait donc plutôt logique, même c'est justifié scientifiquement, de donner la chloroquine avant qu'il y ait des manifestations sévères au niveau respiratoire, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait destruction du poumon pour pouvoir... donc vous allez assister le patient, mais après quand vous allez le désintuber, c'est pas évident. Je crois que s'il faut donner la chloroquine à des stades très avancés de la maladie, dans ce cas, il faut avoir une autre possibilité, madame, c'est de régénérer le tissu pulmonaire. On va juste écouter l'appel à la prière et on revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. طبطبت في باب الجزائر ومشيت في بلادي العزيزة من الصحراء للتل وشواطئها البعيدة. من باب خويخة عرفت جبال الغوقار وشريعة الوكيدة، وعند باب الزاوية طليت على الشفة وشميت ريحة الوريدة، بياسمين وريحان عرفتها البليدة. فتحت باب القصبة وبساتينها زادوا بهاك وسماوك الوريدة، وفي باب الرحبة اللي تطل على ساحة التوت عرفت ناسها ورجالها وجلساتها السعيدة. عند باب القبور ترحمت على تشاكير الشهيد المذكور والثورة المجيدة، وخرجنا من باب السبت قاصدين بلاد كزول حاملين ألف تحية وبسمة من ناس البليدة. شدة وتزول يا البليدة، شدة وتزول يا البليدة، عطرينا بعطرك خلينا نبنوا الجزائر جديدة. Alors on poursuit justement notre débat sur le traitement à l'hydroxychloroquine qui en finalité inhibe la multiplication du virus, c'est ça, professeur Senhadji? Oui, c'est une inhibition, c'est pas un agent qui a été fait spécifiquement pour le corona, on l'a sorti du placard, c'est normal, mais qui est utilisé dans les maladies virales telles que le paludisme. En fait, c'est son mode d'action. La chloroquine agit, donc en rentrant dans la cellule, et en particulier celle où il y a le virus, elle change l'environnement cellulaire, le pH, c'est l'acidité, c'est le pH acide ou basique. Donc elle acidifie un peu le milieu cellulaire à l'intérieur, et ça dérange le virus, par exemple le corona qui est dedans, et ça le freine, il n'est plus inhibé. Et puis au bout de quelques temps, il se réplique plus, et puis au bout de quelques heures, etc., s'il ne se réplique pas, il va mourir avec la mort cellulaire. Je voulais juste reprendre tout à l'heure avant l'adhan, donner la chloroquine un petit peu au début permet d'une part de réduire la charge virale, et il n'y a pas de dégâts importants au niveau du poumon. Donc ça évite les complications en fait. Voilà, on fait baisser la charge virale grâce à la chloroquine, et puis la personne n'a pas de grandes conséquences au niveau pulmonaire. Mais la donner, la chloroquine un peu plus tard, quand les choses sont très avancées et qu'il y ait des problèmes sérieux pulmonaires, dans ce cas, il aurait fallu peut-être il y a une méthode qui n'est pas encore allée sur le plan de la recherche, nous la développons à Constantine, c'est l'utilisation des cellules souches. Les cellules souches, elles peuvent vous fabriquer tout ce que vous voulez, tous les tissus du cœur, du poumon, de la peau, etc. À ce moment-là, donc, on peut administrer ces cellules souches au niveau du patient qui a de graves atteintes pulmonaires, parce que sinon il va mourir. S'il n'a pas de poumon, s'il n'a pas de fonctionnalité pulmonaire, il va malheureusement mourir. Dans ce cas, donc, donner la chloroquine plus tard, mais en même temps en greffant, en injectant des cellules souches,
cellules souches pourraient, donc au niveau pulmonaire, régénérer et reconstruire ces parties détruites par le coronavirus. Oui. Professeur Belhoussine, aujourd'hui, on a vu tout à l'heure dans le reportage, la chloroquine semble donner des espoirs à beaucoup de monde. On a vu le témoignage des malades, justement, qui disaient qu'ils se sentaient mieux. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qui est mis sous chloroquine chez nous? Et puis, est-ce qu'on a aujourd'hui un peu de recul? Je sais que nous n'avons pas suffisamment de recul parce que je pense qu'elle a été prescrite depuis 2 semaines à peu près. Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats? Bon, les premiers résultats comme ça documentés, non, il n'y en a pas. Les premiers résultats... sur le tas, les retours d'informations que nous avons de tous les centres où il y a de la chloroquine et de tous les gens que nous connaissons qui sont en train d'utiliser de la chloroquine, que ce soit tous les membres du conseil scientifique ont leur propre réseau, et on discute, etc. Tous nous disent que c'est efficace et que ça aide à guérir. Je voudrais dire un mot, si vous permettez. Je voudrais saluer l'équipe de Bni Messous et en particulier le professeur Zidouni qui n'a pas pu être avec nous ici. Il nous en aurait dit plus sur les résultats. Et je voudrais saluer tout le corps médical, paramédical et tous les corps constitués qui sont au front de la lutte contre le Covid-19. Pas que le corps médical, les services de sécurité, les services d'hygiène, les services d'approvisionnement, je les salue et je leur dis que nous sommes tous ensemble sur ce front de la lutte contre ce virus. Oui. Je reviens 2 secondes aussi à ce qu'a dit le docteur Bellel sur la chloroquine à la fin. On se demande pourquoi. Ici, hier, avec le ministre, nous avons décidé que la chloroquine devait être donnée dans tous les cas, c'est-à-dire même les cas les plus bénins. Dès qu'on a une confirmation, on met la chloroquine, parce que justement, à partir de l'argument qu'elle a développé. Cependant, les formes graves aussi doivent recevoir de l'hydroxychloroquine parce que la chloroquine a aussi un effet anti-inflammatoire qui est prouvé tout comme au laboratoire, tout comme l'effet antiviral est prouvé en laboratoire et que la gravité de ce syndrome de détresse respiratoire aiguë est liée à un orage inflammatoire massif. Et en particulier chez les sujets âgés, l'orage inflammatoire est massif et brutal. Et c'est pour ça que même dans les cas graves, on peut espérer avoir une baisse de la charge virale. Pas de la charge virale, de l'inflammation. D'accord. J'ai envie de vous faire, c'est une petite parenthèse, peut-être vous allez me dire que ce n'est pas vraiment notre propos ce soir, mais j'ai envie quand même de vous faire réagir sur un échange qui a eu lieu entre 2 chercheurs au niveau de la chaîne donc, française LCI. Alors c'était un échange entre le professeur Jean-Paul Mira, qui est chef de service de réanimation de l'hôpital Cochin à Paris, et de Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM, qui parlait justement, puisqu'on parle de traitement, qui parlait d'éventualité de tester des vaccins en Afrique, en disant que les Africains, qu'ils allaient bien entendu tester, donc on sous-entendait que les Africains étaient une espèce de rat de laboratoire, parce que de toutes les manières, les Africains sont dépourvus de protection, donc ils sont plus exposés, et donc cela justifie qu'on essaye des vaccins sur les Africains. Qu'en pensez-vous? Bon, brièvement. Je vais citer en mémoire à notre maître, le professeur Pierre Chollet, ce qu'il m'a dit un jour quand nous étions à Brazzaville au bureau régional d'Afrique. Lui, c'était un grand spécialiste de la tuberculose. C'est lui qui nous a appris la passion de l'épidémiologie et de la santé publique. Et c'est grâce à lui en partie que je suis là sur ce plateau. Il m'a dit... certains occidentaux, pas tous heureusement, certains occidentaux considèrent l'Afrique comme une animalerie. Et ces propos rentrent parfaitement dans ce cadre-là. Je m'arrêterai là, je ne commenterai pas plus que ça. Oui, professeur Senhadji, sur la même question. Oui, c'est aberrant, c'est inadmissible, hein. C'est des propos... Racistes racistes. Et qui n'ont pas lieu d'être... Je m'étonne d'ailleurs qu'on ait pu aujourd'hui, avec l'état actuel des choses, ce que Corona nous a montré par rapport à... On devrait se remettre en question. Faiblesses, par rapport à notre pseudo-puissance, etc., de nous remettre en cause et de tenir de tels propos. Ce médecin doit être
sanctionné logiquement par le Conseil de l'Ordre. Conseil de l'Ordre, voilà. Alors, dans le monde, il y a aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes qui sont confinées à travers le monde, c'est dire un peu l'étendue de la pandémie, avec plus de 65 000 morts. Et l'Italie a enregistré donc hier le plus bas nombre de décès, 525, donc depuis 2 semaines. Chez nous, pour schématiser un peu, nous avons pratiquement toutes les wilayas qui sont confinées partiellement, Blida qui est confiné totalement. Alors, à quel point aujourd'hui ces mesures paraissent efficaces, professeur Belhoussi? Le confinement, difficile à est-ce qu'il est efficace de la manière dont nous l'adoptons déjà? Est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, aller vers le confinement total? Bon, j'ai répondu aussi à cette question avec votre collègue de la presse écrite. Oui, c'est une question que tout le monde se pose. Oui, moi je suis un fan du confinement total. Oui. Si on veut couper la chaîne de transmission, il ne faut pas qu'on aille à la rencontre du virus. Et le virus ne viendra pas à la maison si on ne va pas le chercher à l'extérieur. Donc si on reste à la maison et qu'on ne l'a pas rentré avec nous, eh bien il ne rentrera pas. Pour ceux qui malheureusement l'ont rentré avec eux avant le confinement, il va y avoir quelques cas, mais ils ne sortiront pas de l'espace familial ou de l'espace de confinement. Donc c'est quelques cas. C'est pas comme s'ils étaient restés en circulation et que chaque jour ils sont en train d'infecter. Au lieu d'avoir un foyer touché, vous allez en avoir 15 ou 20. Voilà, ça c'est le confinement. Maintenant, confinement total ou confinement partiel. Le confinement total, certes, il est meilleur que le confinement partiel. Encore faut-il que vous ayez la capacité institutionnelle d'un État qui peut ramener un coup fin à chaque famille tous les jours pour que les familles ne manquent pas de lait, ne manquent pas de pain, pour que les familles aient le médicament du sujet âgé qu'ils le prennent, etc. Si nous n'avons pas ces capacités, nous sommes obligés de faire un compromis entre le besoin de santé publique qui est de réduire, de distancier la distanciation sociale, et le confinement est une mesure de distanciation sociale d'un côté, et de l'autre côté l'impérativité, la nécessité absolue de la continuité d'un minimum de services. Donc, ça veut dire laisser les gens pouvoir aller faire leurs courses à la supérette ou bien acheter leur lait ou bien acheter leur pain. Donc, c'est un compromis. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'aller vers un confinement total, professeur Belhoussi? C'est-à-dire, parce que finalement, dans les situations d'épidémie, on agit selon l'évolution de la situation. Est-ce qu'il est possible, en arrivant par exemple au pic pandémique, est-ce qu'il serait prévisible qu'on passe au confinement total? Je pense que c'est une question qu'il faut poser aux politiques, pas à l'épidémiologiste. Je vous dis, moi, je suis fan c'est-à-dire moi, en tant qu'épidémiologiste et comme de santé publique, je serais pour le confinement total parce que ça me réduirait la durée des problèmes. Si je fais un confinement partiel, j'aplatis la courbe, mais ça va être plus long. Absolument. Dans le temps. Voilà. Professeur Senhadji, oui, sur la même question, le confinement. Oui, est-ce qu'il est efficace de la manière dont il est actuellement, pratiqué, non, voilà, il n'est pas suffisant, effectivement. En plus, avec la culture que nous avons, peut-être que c'est l'occasion aussi d'appeler les gens à rester chez eux, justement. Absolument, vous avez tout dit. C'est-à-dire que c'est sûr que scientifiquement, par rapport à la modélisation, à les statistiques, le modèle chinois était très éloquent, très démonstratif. Et très rigoureux surtout. Rigoureux, oui. Effectivement, quand on voit cette fameuse courbe exponentielle de morts, etc., donc, qui monte de façon accélérée en flèche, et que on a eu en Chine l'intelligence de, quand on est arrivé à la centaine de morts, donc on a décrété le confinement total. On voit maintenant leurs statistiques que la courbe est lissée, donc elle rampe doucement. Quand vous voyez, hélas, les Italiens donc, qui ont confiné quand il y a eu 500 morts, et quand on va à cette fameuse courbe exponentielle et qu'on regarde où il y a 500, donc on voit que le nombre de personnes qui sont touchées, c'est énorme. Les structures hospitalières ont été dépassées, c'est la panique. En France, on a confiné à 150. Là, on est actuellement dans la situation française. Hein. Et même la France, quand elle a confiné à 150, elle est entre la Chine et l'Italie. Hein.
qu'elle aura de meilleurs résultats que l'Italie, oui. et moins bon que la Chine. Mais comme le professeur Hassine l'a souligné, il faut avoir peut-être les moyens de sa politique. C'est facile de décréter le confinement total et strict, mais faut-il l'organiser? Il a une organisation très importante, etc. Donc, et là, ce n'est pas évident. La deuxième option, c'est celle de laisser faire l'immunité. C'est de ne rien faire. Effectivement, c'est plus lent. C'est plus lent. Il y aura peut-être un peu plus de dégâts, de morts. Mais il faut arriver, il faut laisser. Parce qu'il y a aussi quand même des pays qu'on voit aujourd'hui qui n'ont pas fait forcément le choix du confinement. C'est pour ça que la question. Parce qu'en réalité, il y a 80% de personnes ont une immunité normale, ils vont s'immuniser tout à fait normalement. Il n'y a que dans 20%, peut-être même un peu moins, les cas les plus graves, ça ne représente que 5%, qui vont peut-être un peu plus en souffrir. Mais donc, quand on arrive à ce que ce virus pénètre, donc s'introduit, contamine un peu tout le monde, entre guillemets, c'est une contamination tout à fait normale comme celle des autres infections. Donc à ce moment-là, donc l'immunité s'installe et tout le monde se défendra. Et d'ici là, il y aura un vaccin. Et quand on vaccinera, ça sera endémique quand ça revient comme pour la grippe. Je voudrais ajouter un petit point. Et on a juste un appel téléphonique, je reviendrai vers vous, professeur Houssine. On a un appel téléphonique justement de Karim Medjani de France. Vous êtes président de l'association Danger Écran. Vous voulez nous parler justement du confinement. Bonsoir. Karim Medjani, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et bravo pour les réponses de vos deux professeurs. Franchement, ça fait plaisir d'entendre des réflexions aussi puissantes. Alors, on voulait justement vous poser une question puisque c'est un peu votre spécialité. Alors, pendant le confinement, justement, on a tendance à parler beaucoup de l'importance de l'exercice physique, mais vous parlez de l'exercice cérébral. Vous insistez là-dessus. C'est quoi? Comment peut-on faire de l'exercice cérébral? En fait, c'est surtout par rapport à l'impact que le confinement va avoir au niveau de quatre choses très importantes. Donc la santé oculaire, la santé mentale, la santé physique et nos rythmes biologiques qui impactent tous négativement quand ils sont mal gérés, enfin surtout ce confinement s'il est mal géré, il va impacter très négativement notre santé mentale. Et il y a une étude récente, pourquoi j'appuie sur le cerveau, une étude récente là, de quelques semaines, suisse, longitudinale sur une douzaine d'années, sur 100 000 personnes, qui effectivement donc prouve la théorie qui renforce l'idée que le cerveau doit fournir un véritable effort pour sortir de la sédentarité, parce que là on va devenir sédentaire et personne ne sait vivre le confinement. Oui, le confinement, mais il faut savoir être confiné correctement psychologiquement. Donc il y a des recommandations très simples, là, parce qu'on n'a pas le temps. Je sais que moi je parle beaucoup, mais il y a des recommandations très simples. Donc faire des pauses visuelles régulièrement de 10 minutes, surtout si on est sur ordinateur, au loin, en regardant au loin, en ouvrant la fenêtre pour prendre, j'expliquerai pas pourquoi, parce que ça va prendre trop de temps, pour prendre la lumière du visage, pour que ça pénètre dans les yeux, parce qu'on va être moins en Algérie c'est un peu différent parce qu'on a beaucoup de soleil, mais les impacts seront différents également si on est en appartement ou si on est en ville ou si on est en province. C'est pas du tout la même chose. Et aussi, je pense également aux enfants les personnes qui ont des enfants TSA, troubles du spectre autistique ou hyperactifs. Comment gérer psychologiquement ce confinement? Il faut faire des pauses visuelles et mentales en même temps. On regarde au loin et on pense à des choses positives. Justement. On ne sature pas la charge mentale avec des mauvaises informations qu'on va collecter sur un Internet. Il faut filtrer les informations en prenant 3 filtres simples de la vérité. Est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte? Est-ce que c'est bien ce qu'on me raconte? Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces informations pour pas polluer notre diminuer justement la consommation des informations, Karim Medjani. Peut-être justement diminuer la consommation des informations. Tout à fait. Et ne pas se bourrer le crâne, donc pas d'écran le matin, donc je pense surtout aux écrans, ne pas d'écran le matin, pas d'écran en mangeant, pas d'écran avant de dormir et ne laissez pas un écran seul avec les enfants dans leur chambre. Et enlevez, s'il vous plaît, tous les jeux vidéo violents,
pour les enfants. Il faut être clair et net. Il faut éradiquer ça parce que les effets du confinement, les effets secondaires qui est obligatoire, ça c'est clair, on ne discute pas là-dessus, les effets secondaires à long terme vont être très graves si on ne gère pas ce confinement au niveau de notre épigénétique et au niveau de nos rythmes biologiques. Donc levez-vous à heure régulière, couchez-vous à heure régulière, mangez à heure régulière, faites comme si vous aviez une vie sociale, habillez-vous, faites votre lit, c'est important de faire son lit, c'est peut-être des petites choses simples, mais ça permet de ne pas réduire cet effet, ce stress mondial qu'on a dans notre tête. Mettez une petite application sur vos ordinateurs qui s'appelle F comme filtre, .lux pour réduire la lumière bleue nocive qui est émise par les écrans, pour pas impacter négativement également notre sommeil. Et quand vous êtes pour votre pause visuelle et que vous regardez au loin, et je finis là-dessus, vous pensez à des choses positives. Pensez systématiquement à des choses positives et appelez les personnes âgées régulièrement parce qu'elles vont être confinées et ça risque d'aggraver tout ce qu'on voit au niveau mondial des effets secondaires, violence conjugale. Donc j'ai entendu deux professeurs qui souhaitaient mettre en place une plateforme téléphonique. C'est très important, oui, parce que les gens vont saturer rapidement. Merci beaucoup. Merci Karim. Du temps. On n'a plus de temps, c'est très intéressant ce que vous développez, mais nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez réagir sur ce que vous venez d'entendre, professeur? Oui, je rejoins M. Karim Naït Medjani. Il est président de l'association Danger Écran. Très bien. Il est connu en neurobiologie que on peut, en utilisant un petit peu nos capacités au niveau cérébral, faire déclencher la synthèse de certaines molécules qui ont un effet même thérapeutique. On peut déclencher la synthèse d'endorphines, de produits calmants, on peut, c'est-à-dire que on peut avec le cerveau stimuler la synthèse et la fabrication de certaines molécules bioactives, biologiques, et qui permettent de maintenir une homéostasie et un bienfait naturel tout à fait qui puisse équilibrer notre vie et vivre parce qu'on a tendance à fait normalement. Beaucoup d'informations nocives, à stresser aussi. J'ai envie de revenir sur le virus en lui-même, justement, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi qui sont posées par les téléspectateurs là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 3 mois quand même de recul, on connaît bien ce virus, donc le Covid-19 ou le SRAS-CoV-2, est-il forcément plus dangereux ou alors il perd de sa virulence en se répliquant? Difficile à dire. Il peut muter. Les Chinois n'ont jamais observé d'anosmie. Ils se demandent pourquoi en Europe il y a eu des symptômes comme l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat et la perte du goût. Ça fait partie, en France, ça fait partie des symptômes de suspicion. Oui. En Chine, ils ne l'ont pas observé. Deuxièmement, en France, ils ont beaucoup plus d'atteintes rénales qu'en Chine, par exemple. Donc, ils se demandent s'il n'a pas un peu muté. Par contre, chez eux, comme ils ont la capacité de vérifier ça, ils disent qu'il n'a pas muté. Chez eux, pendant toute l'épidémie, il n'a pas muté. Donc, on ne sait pas le génie évolutif de ce virus. Je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a dit auparavant, c'est très important. Oui, allez-y. Le confinement, c'est bien. Le confinement tout seul, et l'OMS le dit, et nous l'avons dit dans un papier que nous avons écrit avec le professeur Zidouni et d'autres de mes collègues, que sans des enquêtes épidémiologiques fouillées autour des cas pour chercher les contacts et les contacts de contact, parce que le confinement, c'est une réaction. Si on veut être proactif et traquer le virus spécifiquement là où on sait qu'il va se trouver, parce que ce virus, il va se trouver autour des cas. Donc, autour des cas, il faut que je trouve tous les contacts et les contacts de contact. Des foyers, et ceux-là, je les confine, je les surveille 15 jours. Ils font un symptôme, je les traite et je les hospitalise. Ils ne font pas de symptômes. J'ai sauvé, j'ai cassé une chaîne de transmission du virus. Parce qu'autour de chaque cas, il y a une nouvelle chaîne de transmission du virus. Et autour de chaque cas, si vous faites ce travail, vous coupez la chaîne de transmission du virus. C'est très important. Et ça, c'est le travail des épidémiologistes. Et malheureusement, c'est la recherche des clusters, ce qu'on appelle les clusters. Absolument. Oui. Mais je voulais juste, justement, avant que l'idée ne parte, effectivement, donc... Par rapport au virus? Ça, c'est la traque, oui. Il y a 2 souches, c'est ça? Vous vouliez réagir là-dessus, peut-être? Oui, pour les souches, effectivement, il y a en gros il y a 2 souches à l'intérieur de ce Covid-19, le SRAS-CoV-2.
il y a la souche qu'on appelle S, qui est celle qui est à l'origine à Wuhan et qui infecte actuellement 30% de la population atteinte. Il y a la forme L, qui touche 70% du reste, donc des personnes infectées dans le monde, et qui malheureusement elle est un peu plus virulente que la forme S. Oui. Je voulais revenir j'ai perdu le fil de... On parlait d'enquête épidémiologique. On parlait de... Oui. De tracking, vous vouliez parler du tracking. Oui, voilà. Le tracking, donc, c'est ce qu'il faut faire pour aller chercher donc, la source, etc. Le patient, jusqu'au patient zéro, hein, c'est l'idéal. Mais il y a une autre dimension qui me semble non convenable, c'est lorsqu'on pointe du doigt pour dire que on a tant d'infections, dont tant sont venus de l'étranger. Il y a eu un contact avec quelqu'un qui venait de France, de Tunisie, etc. Oui. etc. Donc, effectivement, ce genre de discours, ça stigmatise. Mais au fait, ça vient toujours de quelque part. Oui. C'est parti de Wuhan. Maintenant qu'on dise qu'il y a eu un immigré qui est venu de France et qui nous a contaminé, etc. Alors, on cherche toujours du patient zéro, en fait, ce qu'on appelait au tout début le patient zéro. Alors, est-ce qu'on peut revenir, parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes de notre temps, on revient peut-être à peu près sur 6 minutes du temps, on vient de me corriger à l'oreillette. Alors, sur la durée de vie du virus, ça aussi, c'est une question que beaucoup de monde se pose. Alors, il y a même des choses qui se disent aujourd'hui qui font peur sur le fait que le virus puisse rester des heures dans l'air, donc nous pouvons l'inhaler ou le respirer. Alors, est-ce que c'est vrai finalement? Bon, alors il y a eu des études sur cela, expérimentales. On a mis du virus sur du cuir, sur de l'acier, sur du cuivre, sur du carton. Bon, j'ai lu, mais je ne me rappelle pas des chiffres. En gros, je pense que le professeur Senhadji, peut-être qu'il a la réponse. Non, juste. En gros, c'est quelques heures à quelques jours. Voilà. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 9 jours. Oui. D'accord. Quand même. Sur l'air, puisque votre question était sur l'air, les auteurs qui ont publié cet article dans le New England Journal of Medicine, ils ont dit que, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un spray d'aérosol de virus et ils ont mesuré la présence, la concentration de virus dans cette atmosphère-là d'aérosol, et ça dure 3 heures. Ce à quoi une grande experte américaine de Johns Hopkins Hospital leur répond: oui, vous avez raison dans votre truc, c'est 3 heures, mais les postillons des malades ou bien les malades qui toussent et qui ont le virus, la gouttelette microscopique qui va dans l'air, elle est plus lourde que le spray, et donc elle tombe plus vite. Donc c'est probablement un peu moins de 3 heures. Mais aussi, ça vous explique pourquoi nettoyer les surfaces et se laver les mains est très important. Parce que finalement, il sort dans l'air, oui, mais il contamine beaucoup plus comme Ebola que comme la tuberculose. Oui. Alors, la mesure barrière par excellence, c'est se laver les mains, c'est ça, et éviter aussi de se toucher, peut-être en attendant de se laver les mains, d'éviter de se toucher le visage, peut-être que ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà. Oui, ça c'est très important. Tout à fait. Il faut partir du principe comme quoi, si on touche, il y a eu du virus. Quelque part, on l'a touché. Même si, quand vous allez faire les courses, ou vous prenez un téléphone, ou vous ouvrez une poignée, etc., de porte, tout ça, vous partez sur le principe comme quoi il y a eu quelqu'un peut-être qui a eu du virus, du corona qui a touché. Donc, que toute surface est contaminée. Contaminée. Voilà, et il faudrait savoir que même si on l'a sur la peau, sur les mains, il ne se transmet pas. Oui. En tant qu'on ne porte pas les mains... Et il ne reste pas longtemps sur les mains aussi. Il reste combien de temps sur les mains? 3 minutes ou... Oui, quelques minutes. Quelques minutes. Mais il ne faut pas porter donc, ses mains vers les muqueuses. Oui. Ne pas se frotter les yeux, ne pas mettre la main dans la bouche, le nez, etc. etc. Donc, si vous allez faire les courses, vous allez considérer comme quoi les paquets de pâtes, etc. ont été touchés, contaminés. Vous prenez vos courses. Ne mettez pas de gants, parce que les gants, bon, ça ne sert à rien, c'est pareil, vous avez tout. Oui. On a un réflexe
C'est un réflexe humain tout à fait normal. L'humain est comme ça, il se touche le visage. Il apporte toujours la main vers la bouche, vers le nez, vers les yeux, etc. C'est comme ça. Donc, il faut faire ses courses, etc. Vous considérez comme quoi c'est contaminé. Vous arrivez chez vous, vous déposez tout, vous rincez les choses, vous vous lavez les mains d'abord, etc. Et ensuite, vous pouvez faire vos gestes. Vous pouvez vous toucher la main. Il ne faut pas se toucher le visage parce que ça passe par les muqueuses. C'est ça. Voilà. Professeur Belhoussine, vous venez aujourd'hui avec votre masque. Alors, le port de masque, à quel point il est important? Écoutez, c'est une maladie nouvelle. Comme ils disent les Anglais, learning by doing. On apprend en faisant, parce que vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Donc vous apprenez l'hydroxychloroquine. Le Chinois, il nous a dit, malheureusement, quand on a commencé à parler d'hydroxychloroquine, nous, l'épidémie était finie. C'est-à-dire, il regrettait presque de ne pas avoir essayé. Pour les masques, jusqu'à il y a 2 jours, c'était donner les masques aux malades quand ils arrivent à l'hôpital. Les Américains, c'est un malade qui est suspect, qui tousse, donnez-lui un masque pour ne pas qu'il contamine les autres. Que les personnels de santé, vous portez les masques. Les autres, faites attention, mais vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Si vous voulez le porter, portez-le. Mais maintenant, non, ça a changé depuis 48 heures. Tout le monde dit qu'il faut porter le masque parce qu'apparemment, les pays qui ont porté le masque depuis le début, comme la Tchécoslovaquie, comme l'Allemagne ou comme Shanghai, eh bien, ils ont une courbe plate, en tout cas plus plate que celle des pays où les gens ne portent pas de masque. Donc, porter des masques, pas nécessairement toujours le masque FFP2 ou le masque, la bavette telle que celle que je porte, mais même un masque confectionné à la maison de façon rudimentaire, il ne protège pas totalement comme les masques spécifiques, mais il protège partiellement et c'est déjà assez pour casser la chaîne de transmission. Oui. Alors pour terminer, vous êtes immunologue, professeur Senhadji, on termine sur une question justement sur notre immunité. À défaut d'avoir des traitements aujourd'hui, comment peut-on renforcer son immunité? Est-ce que le moral aussi peut affaiblir notre immunité? Parce que tout le monde aujourd'hui est anxieux, on est un peu stressé. Oui, le système, il y a ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc on peut, de par peut-être le stress, etc., un certain nombre de facteurs externes puissent influencer quelque peu l'immunité, mais ces facteurs ne peuvent pas mettre à plat le système immunitaire. Et même si on a une petite déficience de l'immunité, malheureusement, on n'a pas des produits ou des médicaments, ce qu'on appelle les immunostimulants. Il y a peut-être le zinc, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le donne. Même pour les patients, en fait. Et la vitamine C aussi. Oui, et la vitamine C. Ça permet de remonter un tout petit peu. On a testé chez la souris, par exemple, on leur donne du zinc, etc. On a vu que les souris produisaient un peu plus d'anticorps quand on les immunise contre une bactérie ou un virus. Mais malheureusement, on ne peut pas stimuler et remonter une immunité qui est très basse vers des niveaux beaucoup plus importants. Le contraire, on peut le faire. On le fait d'ailleurs pour les greffes, etc. On utilise des immunosuppresseurs pour vraiment faire baisser l'immunité pour qu'on ne puisse pas, par exemple, rejeter un organe lors d'une greffe. Mais, le repos peut-être aussi, ça aide un peu à le sommeil. Effectivement, toute cette hygiène de vie. Mise bout à bout tout, ces petits morceaux de bon sens, d'utiliser des choses bio, etc. Donc tout ça permet quelque peu de renforcer un peu le système immunitaire et de permettre ainsi à l'organisme de lutter contre et de rejeter le virus. Des infections possibles, oui. Voilà. Merci beaucoup, professeur Belhoussine et professeur Senhadji d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons à la fin de Santé Mag. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous retiendrez de cette émission le mot d'ordre « Lavez-vous les mains », restez chez vous, la négligence tue. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.